Un retour, celui à Nouakchott du président de la République. Il revient de Rosso. Il a présidé hier un conseil des ministres délocalisé, les premiers de son magistère. Une réunion, celle des cadres, présidée par les chefs de l'État. C'était hier soir à Rosso, réunion avec les cadres du Trarza dans le cadre justement de la visite effectuée hier par le président de la République dans cette wilaya. Une inauguration, celle d'une salle de sport au centre d'accueil et de réinsertion des enfants en difficulté avec la loi. C'était ce matin à El Mina, en Nouakchott Sud. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti, Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 3 février 2023. Et pour commencer, un retour, donc celui à Nouakchott du président de la République. On doit voir les images. Et voilà l'avion présidentiel donc venant de Rosso, le Premier ministre qui attend. Le président de la République qui descend, bon, salué au bas de la passerelle par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud. Les autres personnalités qui attendent au bas de la passerelle, il y a le chef d'état-major et la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional. Le président de la République se va saluer maintenant des ministres de la Justice, les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur. Ça, c'était donc l'arrivée cet après-midi, plutôt ce matin, du président de la République. Il faut être plus précis, le président de la République a regagné Nouakchott. Donc, en fin de matinée, aujourd'hui, il revient de Rosso, la capitale du Trarza. Maintenant, on va voir les images, donc, du départ du chef de l'État de Rosso. Voilà les images à l'aérodrome de Rosso au départ ce matin du président de la République qui passe ici en revue. Salue les unités venues rendre les honneurs, dont une unité de la musique nationale. Voilà. Le président de la République maintenant va saluer les officiers supérieurs et les personnalités qui étaient donc à l'aérodrome à son départ ce matin. Bien entendu, il y avait les autorités administratives, militaires et sécuritaires avec en tête le wali de la wilaya du Trarza. Donc vous voyez les images qui défilent devant vous, les images donc du départ ce matin de Rosso du président de la République, et c'était au terme de cette visite qu'il a effectuée hier et donc à Rosso, la capitale du Trarza. Et sur ces images donc où le chef de l'État salue les personnalités, les cadres, les élus locaux, les notabilités du Trarza venus le saluer à son départ. Et bien sur ces images, profitons pour dire un mot donc de cette visite très symbolique, puisque c'est une visite qui a été marquée par un conseil des ministres délocalisé. C'est le premier du magistère du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, mais c'est le troisième du genre dans la vie politique en Mauritanie. La première réunion délocalisée, c'était sous feu Mokhtar Ould Daddah, et la deuxième, c'était sous feu Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Donc, conseil des ministres délocalisé à Rosso. Voilà le président de la République qui écoute très attentivement quand on l'interpelle. Les différentes
en accueillant plutôt les gens, les autorités, les cadres, les élus locaux qui sont venus le saluer à son départ ce matin de Rosso. Rosso, où il a tenu ce conseil des ministres délocalisés, le premier pour lui. Et c'est un geste très apprécié par les Rossessois et d'une manière particulière et d'une manière générale par les habitants de la wilaya du Trarza. Cette wilaya qui est très stratégique, grenier du pays, c'est une wilaya par excellence agricole et surtout quant à cela s'ajoutent les ressources donc minières telles que le gaz et bientôt le pétrole. Tout cela fait de la wilaya du Trarza une wilaya très stratégique, très importante sur le plan économique et sur tous les plans. Et quand on sait que Rosso actuellement est en chantier, dans des grands chantiers là-bas, c'est le pont de Rosso, ce pont qui va relier donc non seulement la Mauritanie au Sénégal, mais également l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Nord. Ce qui fait toujours, ce qui s'ajoute à l'importance de Rosso, la capitale du Trarza, mais aussi la wilaya du Trarza, wilaya grenier par excellence donc du pays. Ça, c'est parti pour donc Nouakchott. Et la dernière activité du président de la République au cours de sa visite à Rosso, c'était cette réunion des cadres dont on va voir les images. Les voilà, réunion des cadres donc, de la wilaya du Trarza. C'était hier soir l'occasion d'un échange entre le président, échange direct bien entendu, entre le président de la République et ses cadres. L'occasion pour les chefs de l'État d'écouter les doléances et les problèmes des populations en vue de leur trouver des solutions appropriées. Et c'était également à l'ISET, l'Institut supérieur de l'enseignement technologique, qui s'est tenu cette réunion des cadres hier soir, tout comme avant elle, dans la journée, la réunion délocalisée du Conseil des ministres. Et vous voyez sur les images que plusieurs membres du gouvernement, il y avait le ministre secrétaire général du gouvernement ainsi que plusieurs membres du gouvernement étaient présents à cette réunion des cadres qui s'est tenue hier soir sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdelaziz, qui a écouté attentivement les différentes interventions avant d'y répondre, puisque l'objectif donc c'est de renforcer la décentralisation, l'écoute du sommet des problèmes de la base. Et la base écoute aussi ce que dit le sommet en ce qui concerne les projets, en ce qui concerne les projections, en ce qui concerne donc la politique générale. Donc un échange direct entre le sommet et la base. C'est dans ce cadre que se situe donc cette réunion des cadres qu'a présidé les chefs de l'État hier soir à Rosso, les cadres bien entendu de la wilaya du Trarza, où il a effectué une visite très courte, une visite d'environ 24 heures, courte mais très intense. C'est très intense avec cette réunion délocalisée du Conseil des ministres et avec donc cette réunion des cadres, et tout aussi localisée, bien entendu, pour l'occasion. C'est la conférence hebdomadaire qui doit commenter les travaux du Conseil des ministres, du Conseil délocalisé, j'y arrive, qui s'est tenu lui aussi à l'ISET. Et c'est une conférence de presse animée par 4 membres du gouvernement, à savoir celui de l'équipement et des transports, celui des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, leurs collègues de l'agriculture et de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Résumé de cette conférence avec Abdoulaye Demeba.
Le ministre de l'Équipement et des Transports, Nani Oulchroura, porte-parole du gouvernement, a déclaré que la tenue du Conseil des ministres à Rosso marque le début d'une nouvelle approche pour décentraliser l'action gouvernementale et permettre aux membres du gouvernement de s'enquérir de près des projets mis en œuvre au niveau de ces wilayas, soulignant que cette démarche sera organisée au niveau des autres régions de l'intérieur du pays. S'agissant de la ville de Rosso, Nani Oulchroura a précisé qu'un ensemble de projets vont être mis en place pour appuyer les services de base dans cette ville frontalière et entraîner un véritable développement économique. Il a ajouté lors de cette conférence de presse que le Conseil des ministres a examiné et a adopté plusieurs projets de loi, des projets de décret et des communications. Le ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs a pour sa part évoqué les différents projets de décret et projets de loi évoqués au cours de ces travaux. Le projet de loi est relatif à une convention de financement entre l'État mauritanien et le fonds de l'OPEP, dans le cadre du financement de grands projets d'adduction d'eau potable entre les villes de Gouraï et les villes de Kifa. Vous en savez déjà beaucoup, on a eu plusieurs fois l'occasion d'en parler. Les deux projets de décret, l'un correspond à des améliorations apportées au décret relatif à la au processus de passation de marché. Le deuxième est relatif à une convention d'établissement avec un projet initié par des promoteurs mauritaniens pour la production agricole. C'est un projet très important de plus de 6 milliards d'anciens ouguiya de coûts qui emploiera plus de 105 personnes en emploi permanent et plus d'un millier en emploi non permanent. C'est un projet qui rentre dans le cadre des engagements pris par les investisseurs mauritaniens devant le chef de l'État en avril dernier. Les communications, la première communication, celle écrite, est relative à l'évolution de l'exécution des projets. J'ai eu souvent l'occasion d'en parler et je le confirme aujourd'hui que la tendance est très bonne. L'exécution des projets s'améliore nettement, mais il est toujours utile de continuer à suivre cette tendance, à suivre les unités de gestion des projets pour s'assurer que les progrès enregistrés depuis l'implication du personnel du chef de l'État dans leur exécution se consolident et se pérennisent. Quant au ministre de l'Agriculture, Yahya Oulel Ouaref, il a indiqué qu'il a présenté en Conseil des ministres une communication portant sur la situation et les perspectives du secteur de l'agriculture qui détaille particulièrement les défis de ce secteur. Au cours de ce conseil, dit-il, le président de la République a donné des instructions claires au gouvernement pour la prise en charge d'un ensemble de mesures dont un programme de campagne agricole en hiver pour le blé, le riz et les légumes. Parmi ces mesures utiles, il s'agit aussi de l'engagement des ministres à redonner de l'importance à l'agriculture pluviale. Cette décision sera traduite par le recrutement des spécialistes compétents par le ministère de l'Agriculture, l'acquisition de moyens nécessaires permettant un meilleur accompagnement des agriculteurs et le soutien à la formation et à la recherche. Yahya Oulel Ouaref a aussi indiqué que le Conseil des ministres a aussi pris une décision dans le cadre de cette communication qui concerne un programme spécifique pour la période de soudure d'un coût global de 40 milliards d'ouguiya pour appuyer l'agriculture pluviale, particulièrement au niveau du Haut des Chargés et de la Moukata de Barkewol. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Amoul Aboy, il a indiqué que le projet de décret qui modifie certaines dispositions du statut des enseignants-chercheurs universitaires et hospitalo-universitaires, dans son article 110, prévoit que la nomination des enseignants agrégés comme enseignant hospitalo-universitaire doit être faite sur un avis du Conseil et non par décret. Il a aussi ajouté que le nouveau article 74 précise les conditions d'admission au concours de professeurs hospitalo-universitaires ayant rempli le parcours académique bien connu en faisant référence à certains des critères requis pour ce concours tant interne qu'externe. 4 membres du gouvernement donc pour commenter les travaux du Conseil des ministres. Il s'agit du ministre de l'Équipement et des Transports et des Relations des Transports, porte-parole du gouvernement, du ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, de leurs collègues de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'était cette conférence donc à Rosso hier, délocalisée, tout comme d'ailleurs le Conseil des ministres qu'elle a commenté lui aussi était bien entendu délocalisé.
localisés. Elle, par contre, s'est déroulée à Nouakchott. C'est cette cérémonie d'inauguration, une inauguration qui s'est déroulée à Elmina, Nouakchott Sud, et c'était sous la supervision du secrétaire général du ministère de la Justice. De quelle inauguration s'agit-il, Mohamed Khattat? Le centre de réinsertion des enfants en conflit avec la loi, situé dans la Muqata'a de Elmina, relevant de la wilaya de Nouakchott Sud, constitué de 2 pavillons, dont un centre semi-ouvert et un autre fermé, avec pour mission la réinsertion des enfants en conflit avec la loi, leur éducation, leur formation et leur réhabilitation psychologique et physique, vient de se doter d'une aire de jeu pour 24 joueurs. C'est le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ahmed Aïd, qui a inauguré cette salle sportive, rappelant le souci du président de la République, M. Mohamed Cheikh El-Ghazouani, de protéger les droits des enfants et de leur assurer une prise en charge grâce à un cadre légal adapté et des institutions appropriées. Il a aussi rappelé l'importance de cet établissement dans l'insertion des enfants, du fait qu'il leur offre l'opportunité de réhabilitation, de formation comportementale, religieuse et physique, et par conséquent de l'insertion dans la société. Pour sa part, le directeur général du Centre d'accueil de l'insertion sociale des enfants en conflit avec la loi, Dr Sidi Mohamed Belboidi, a indiqué que, consciente de la place qu'occupe l'enfant dans la pérennité du développement des sociétés, la Mauritanie a été parmi les premières nations à adopter une stratégie nationale de protection et de promotion des droits de l'enfant. Le centre d'accueil de l'insertion sociale des enfants en conflit avec la loi est, a-t-il dit, un modèle à suivre dans ce domaine, de par ses services éducatifs et sociaux, mais aussi ses ateliers qui leur offrent l'opportunité de réhabilitation, de formation et par conséquent de l'insertion dans la société. M. Oulbeidi a évoqué la rénovation des centres de Nouakchott et de Nouadhibou ainsi que la création d'un centre Akifa d'une capacité d'accueil de 30 enfants suivant les normes internationales en collaboration avec le Comité onusien de lutte contre la drogue et le BIT. Il faut noter qu'en marge de cette inauguration, la délégation du secrétaire général du ministère de la Justice a visité les différents pavillons du centre, notamment son dispensaire, écoutant des explications détaillées portant sur les services qu'il rend aux pensionnaires. Une salle sportive des sports inaugurée au centre d'accueil et de réinsertion des enfants en conflit avec la loi. C'était ce matin. Et le centre se trouve, vous le savez, à Elmina, à Nouakchott Sud. Elle, en revanche, c'est ça. Lui, en revanche, il est entré dans sa 2e semaine consécutive. Il s'agit du Ravel, le recensement administratif à vocation électorale, qui est entré ce jeudi dans sa 2e semaine consécutive et qui doit durer, vous le savez, 2 mois. Alors, comment se déroulent les opérations d'inscription, la sensibilisation une semaine après le déclenchement, donc le lancement de ce Ravel? Nous allons voir cela dans 2 wilayas, la Saba et Nouakchott Ouest, et tout cela en compagnie de Bokar Baïlaba. Les opérations du recensement administratif à vocation électorale Ravel se poursuivent à Nouakchott Ouest, où le Wali Mrabbi Rabou Bounnaoul Abidine a présidé dans la Muqata'a de l'Iksar une réunion de sensibilisation sur l'importance du recensement et l'intérêt pour les populations en âge de voter de se faire recenser. Et il a invité les acteurs politiques et de la société civile de la wilaya à participer à la campagne. De leur côté, les participants se sont engagés à contribuer à la réussite du Ravel, exprimant leur disponibilité à accompagner le processus avec diligence. Direction Kifa à Nassaba. Là aussi, l'opération du recensement administratif à vocation électorale Ravel bat son plein. Les habitants affluent de tous les quartiers pour venir s'inscrire. Mohamed El-Kouril Mohamed Lemine est le coordinateur régional de la CENI, a assuré que le processus d'inscription sur la liste électorale se déroule dans de bonnes conditions, précisant que plusieurs centres ont été ouverts dans la wilaya. Pour ceux qui sont inscrits, cet acte est un devoir civique, appelant d'autres à faire la même chose. Pour rappel, le Ravel est une opération concernant tous les citoyens âgés de 18 ans et plus.
Le Ravel 2023 qui a entamé aujourd'hui, c'est jeudi, sa deuxième semaine consécutive. Et je rappelle que ce Ravel doit durer un mois depuis son lancement le jeudi dernier. Merci de suivre les JTF de Mauritania, la suite du journal avec plusieurs étapes qui vont nous conduire au Gorgol, au Tir Zemour, dans le Dohot et enfin à Nadrar. Première étape, le Gorgol. Le Gorgol dont le Wali vient de donner le coup d'envoi d'une session de formation et de préparation des jeunes, d'une centaine de jeunes donc, garçons et filles, dans le cadre du projet chapeauté par l'Agence nationale de l'emploi. Précision avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Salek, compte rendu revu en français par Bokar Baïleba. Cette formation profite à une centaine de jeunes de la wilaya du Gorgol afin de les accompagner dans le cadre de leur insertion professionnelle. Il s'agit d'offrir des formations en matière de gestion des projets et des exigences du marché de l'emploi afin de développer les capacités professionnelles des jeunes. Ce projet est mis en œuvre grâce à l'apport de l'Union européenne et des ONG Save the Children et Globe en collaboration avec l'agence Teshril. Cette cérémonie a été supervisée par le Wali du Gorgol, Ahmed Naoul Sidiba. Ce dernier a déclaré que l'objectif de ce projet est d'appuyer les jeunes afin qu'ils participent à l'essor économique du pays. Il a aussi indiqué qu'ils bénéficient aussi bien à la gente féminine que masculine, qui permettra à cette frange d'être dotée des aptitudes professionnelles nécessaires pour intégrer le marché de l'emploi. Les représentants de l'Union européenne et de l'ONG Save the Children au cours de ces cérémonies ont tour à tour indiqué que ce programme a bénéficié à des jeunes des communes de Sebra et de Darnem, ce qui, disent-ils, est en train d'être mis en œuvre au profit des jeunes de la wilaya du Gorgol et qui rentre dans le cadre des stratégies du gouvernement concernant la formation professionnelle. Le président du conseil régional du Gorgol, Amadou Abou, a pour sa part exprimé sa satisfaction pour la tenue de cet événement et son utilité au profit des jeunes qui seront à même d'intégrer le marché de l'emploi. Le maire de Keïdi, Cheikh Tahara Baradi, a aussi salué la mise en œuvre de ce programme de formation. Le délégué régional de l'agence Tashril, Ali Ibrahim, a souligné que ces centaines de jeunes issus des écoles classiques vont recevoir des formations professionnelles grâce à ce projet. Le Wali a à la fin visité les différents compartiments de ce centre de formation professionnelle, dont cette salle informatique qui va accueillir les apprenants pour cette formation qui s'étale sur 2 ans. Une centaine de jeunes donc, filles et garçons en formation au Gorgol, et c'est là pour une durée de 2 ans. Coup d'envoi a été donné donc, vient d'être donné à Kaïdi, la capitale régionale. Eux, ils ont déjà leur carrière derrière eux. Ce sont les retraités, ces retraités qui ne tarissent pas d'éloges pour le président de la République à la suite de la décision donc d'augmenter les retraites, leurs pensions. Et c'est en tout cas le cas des retraités et des travailleurs à Zouerat, la capitale du Tunis Zemour, ces travailleurs et ces retraités qui ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance pour les chefs de l'État à la suite de ces gestes. Et ils ont exprimé également leur satisfaction pour les services fournis par la CNSS, autrement dit la Caisse nationale de sécurité sociale. Compte rendu, notre correspondant permanent, Mohamed Oulbilal, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. C'est une grande affluence dans les locaux de l'Agence de la Caisse nationale de sécurité sociale à Zouerat qui reflète bien l'intérêt qu'accordent les retraités et autres pensionnaires bénéficiaires de l'augmentation de 66% décidée par le président de la République dans son discours à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale le 28 novembre dernier. Le directeur de l'Agence de la Caisse nationale de sécurité sociale à Zouerat, M. Mohamed Lamine Mohamed Jeddou, a précisé que conformément aux instructions du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, la Caisse nationale de sécurité sociale a procédé à l'exécution de l'augmentation des pensions de retraite de 66% en 2021. Suite à son discours à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance nationale le 28 novembre dernier, le président de la République a annoncé une augmentation des allocations
familiale de 66% qui sera effective, a-t-il dit, à compter du 1er février 2023. Celle des pensions le sera à partir du 1er mars 2023. Et il y a une autre augmentation profitant aux veuves qui en bénéficient directement au lendemain du décès de leur époux. Il est vrai que ces récentes augmentations des pensions de la retraite et des allocations familiales ont suscité la satisfaction et la joie des citoyens qui y perçoivent la concrétisation de la volonté de l'État de venir en aide aux plus nécessiteux afin d'atténuer les conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Comme l'indique celui-ci, avouant n'avoir jamais rien eu avant cette augmentation, décidée par le président de la République qui le remercie du fond du cœur, dit-il. Cette autre, employée de la Société nationale industrielle minière, la SNIM, cette hausse est très importante et il la considère, dit-il, à sa juste valeur et en remercie le président de la République. Même son de cloche chez cette autre qui déclare qu'il est reconnaissant pour le président de la République pour cette augmentation des allocations familiales et qu'une autre augmentation serait la bienvenue. Un satisfecit clamé haut et fort par les couches vulnérables de la société qui n'ont pas tari d'éloges sur le président de la République suite aux récentes augmentations des salaires des fonctionnaires, des pensions de la retraite et autres allocations familiales, allant dans la droite ligne de la prééminence de la dimension sociale dans toutes les actions publiques et de l'intérêt constant pour les pauvres et les personnes vulnérables, notamment employés, agents et retraités à faible revenu. Voilà, donc satisfecit des travailleurs et des retraités à la suite donc de l'amélioration de leurs conditions de vie constatées ces derniers temps à la suite de ces décisions du président de la République d'augmenter non seulement les salaires mais aussi les pensions des retraités et les pensions familiales, les allocations familiales. Notre prochaine étape, c'est le Hod El Gharbi. Le Hod El Gharbi, dans le conseil régional, dont vous voyez les images. Le conseil régional vient de tenir une réunion avec les maires de la wilaya. C'était ce matin à Ayoun. L'objectif de cette réunion, c'est d'étudier les problèmes de développement posés aux communes pour insérer ces problèmes dans son programme d'action, le programme d'action du Conseil pour 2023. Et les propositions, en tout cas, des participants se sont concentrées autour de secteurs importants, à savoir l'agriculture, la santé, l'eau, l'élevage, l'éducation, l'assainissement ou encore le tourisme. Une réunion donc à Ayoun entre le Conseil régional du Hod El Gharbi et les maires de la wilaya. Et pendant ce temps, dans la wilaya voisine de l'Est, à savoir le Hod El Gharbi, eh bien cette wilaya vit actuellement à l'ère de consommer local. C'est en tout cas l'objectif de la caravane de sensibilisation lancée aujourd'hui à partir d'un débat autour des produits locaux. Et cela, disent les initiateurs de cette campagne, est beaucoup plus économique pour les citoyens. Précision sur cette caravane de sensibilisation avec notre correspondant permanent, Elvara Cheibani, compte rendu revient en français. Cette fois, c'est la bonne Bokarbaï là-bas. Le concept consommer local est une tendance. Dans le contexte de l'intérêt national et international pour la sécurité alimentaire, le développement rural, l'agriculture et la pêche durable, privilégier les produits locaux s'avère être un choix stratégique. D'ailleurs, c'est tout le sens de cette caravane initiée par l'ONG EcoDev en collaboration avec l'administration locale et les partenaires au développement. Dans le discours prononcé à cette occasion, le Wali Moussaïd de Hota Sharqi Mahfoud Hademinbo a salué les efforts de l'organisation EcoDev et d'autres comme Ahmad Action pour leur dévouement au travail et leur engagement permanent à soutenir le développement local, appelant à intensifier la sensibilisation pour encourager la consommation de produits locaux. Pour sa part, le maire de la commune de Nema, Sidi Mohamed Mohamed, a loué la mise en œuvre de cette caravane, de nature à soutenir le développement local en encourageant la consommation des produits locaux,
ce qui est important au plan sanitaire et nutritionnel. De son côté, le coordinateur du projet de l'ONG ECODEF, Nias Oumar, a rappelé que l'organisation joue un rôle important depuis plusieurs années dans le renforcement de la sécurité alimentaire. Il a indiqué que cette caravane vise à sensibiliser à l'importance des produits locaux et à encourager leur consommation et leur soutien. A noter que le concept consommer local a plusieurs avantages. Chez les consommateurs, il permet d'utiliser des produits meilleurs pour la santé et plus frais. Côté producteur, il permet la réduction du gaspillage et des pertes, la revalorisation de leurs revenus et le développement de l'économie locale. Enfin, il participe à la préservation de la biodiversité. Et ça, c'était le lancement donc de cette caravane de sensibilisation autour des produits locaux. Autrement dit, consommer local, c'est plus économique, disent ces initiateurs. Direction maintenant la wilaya d'El Adrar, une wilaya qui vit actuellement à l'ère du Tour international du Sahel. Et aujourd'hui, c'était sa 3e étape en Mauritanie. C'est un reportage de notre envoyé spécial Abdoul Hmin Salem, reportage revu en français. Et cette fois également, c'est la bonne Abdoul Ademba. Le Wali de l'Adrar a donné le coup d'envoi de cette 3e étape du rallye international Tour du Sahel sur une distance de 103 km reliant la ville d'Attar à Choum. Il s'agit de la 4e édition de ce Tour international du Sahel. Le Wali de l'Adrar, Abdallah Ould Mohamed Mahmoud, a mis en avant l'importance de cette manifestation, particulièrement au profit du secteur touristique. Il a aussi déclaré que la tenue de ce tour est la preuve de la stabilité et de la sécurité qui règne en Mauritanie. Les concurrents sont passés le long du trajet par plusieurs villages et des paysages divers et variés. Le président du Comité national olympique et sportif mauritanien, par ailleurs président de la Fédération mauritanienne de cyclisme, Abdelrahman Ould Ousmane a affirmé qu'il s'agit du second trajet au niveau de la wilaya de l'Adrar. Il a remercié les autorités administratives et sécuritaires de cette wilaya pour les dispositions qui ont été prises afin que cette édition se déroule dans de très bonnes conditions. Depuis, dit-il, qu'on a quitté la capitale jusque-là, on n'a rencontré aucun problème, conclut-il. L'équipe marocaine s'est emparée du trio de tête pour cette étape. Ils ont ainsi reçu leurs médailles des mains des autorités qui les ont accueillis à leur arrivée à Choum. Le responsable administratif de la localité de Choum a affirmé que ce tournoi a enregistré la participation de 10 nationalités, ce qui, souligne-t-il, est la preuve que la sécurité règne dans le pays, permettant ainsi d'accueillir des manifestations sportives de cette ampleur. Et ça, c'était donc la 3e étape aujourd'hui du Tour international du Sahel. 3e étape qui s'est déroulée en Adrar. Et c'est sur ce Tour international du Sahel que se termine ce journal. Merci à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international Moutoussi de Nouakchott avec l'arrivée ce matin, en fin de matinée, du président de la République venant de Rosso. Il a présidé hier un conseil délocalisé, un conseil des ministres délocalisé. Ici, nous sommes toujours à Rosso, mais cette fois avec une réunion des cadres du Trarza. C'était hier soir à l'Isette de Rosso et sous la présidence du chef de l'État à l'occasion d'un échange direct entre les chefs de l'État et ses cadres. Et ici, nous sommes à Ilmina, Nouakchott Sud, l'inauguration de cette salle de sport pour les centres de réinsertion des enfants en conflit avec la loi. C'était ce matin sous la supervision du secrétaire général du ministère de la Justice. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.
درس المجلس وناقش وصادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات منها مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقعة بتاريخ 9 يناير 2013 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمخصصة في تمويل مشروع إمداد مدينة كيفا بالمياه الصالحة للشرب. مشروع مرسوم يعدد بعض ترتيبات المرسوم 83/2022 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2022 المتضمن تطبيق القانون رقم 24/2021 الصادر الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2021 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 44/2010 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية. مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية تأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة سنابل الخير. مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات مرسوم رقم 126/2006 الصادر بتاريخ 4 دجنبر